C'est une décision historique, la France et plusieurs autres pays ont reconnu officiellement l'État de Palestine. Ça s'est passé ce lundi à l'Assemblée Générale des Nations Unies, malgré les menaces de représailles d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change et comment répond Israël? On va voir. Pour revenir dans l'actualité et pour comprendre l'enjeu de cette reconnaissance, il faut savoir qu'au lendemain du 7 octobre, la diplomatie française avait d'abord apporté un soutien sans faille à Israël. Sauf que, au fil des offensives israéliennes à Gaza de plus en plus violentes et meurtrières, Emmanuel Macron a recentré sa position sur la question de la solution à deux États. La solution à deux États, c'est un projet historique qui propose de régler le conflit israélo-palestinien par la création de deux États indépendants et souverains, un État d'Israël et un État de Palestine qui coexisteraient côte à côte avec la ville de Jérusalem sous un statut international. Pour la France, reconnaître la Palestine aujourd'hui, c'est donc un acte politique qui vise notamment à soutenir la légitimité d'un État de Palestine et qui pourrait à terme donc faciliter la mise en place de cette solution à deux États qui est vraiment la solution ou la vision portée par la France historiquement depuis des dizaines d'années. Alors maintenant, pour donner un petit peu de contexte et de nuances là-dessus, même si encore une fois ça reste une décision absolument historique, il faut quand même garder en tête que la France évidemment n'est pas le centre du monde, ça reste un acteur diplomatique très fort quand même toujours à l'échelle internationale et surtout c'est historiquement un allié d'Israël dans la région, donc forcément c'est une prise de position importante, mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui environ 150 pays sur les 193 de l'ONU reconnaissent la Palestine. Pour autant, la Palestine n'est pas officiellement un État souverain avec tout ce qui est rempli en quelque sorte. Par exemple, malgré tout, la Palestine n'est pas un État membre à part entière de l'ONU. Elle bénéficie en revanche d'un statut d'État observateur non membre depuis 2012. Et en fait, selon l'Organisation des Nations Unies, il faut 4 critères pour définir un État souverain. Il doit d'abord disposer d'un territoire délimité par des frontières, d'une population permanente, d'un gouvernement capable d'exercer son autorité et d'une capacité à entretenir des relations diplomatiques avec d'autres États. Et on revient sur tout ça juste après. À noter également que le texte signé par la France, il exclut explicitement le Hamas. Il vise donc à exclure le Hamas de potentielles futures négociations concernant l'avenir de la Palestine. Alors maintenant, comment analyser cette prise de position historique d'Emmanuel Macron et de la France? De nombreux analystes et politologues voient en fait déjà dans cette décision de la France le fait de corriger une incohérence diplomatique. Comme je vous le disais, jusqu'ici la France prônait la solution à deux États, mais finalement sans reconnaître l'un des deux, à savoir donc la Palestine. Ce décalage, il affectait donc dans les faits la crédibilité de l'engagement français sur cette position. Et cette reconnaissance, donc désormais, ça permet d'aligner, on va dire en quelque sorte, la parole et l'action sur ce sujet. Il y a donc une dimension symbolique qui est extrêmement forte, mais au-delà de ça, ça peut aussi permettre l'établissement de nouvelles relations diplomatiques entre la France et la Palestine. L'ouverture, par exemple, d'une ambassade de France en Palestine est évoquée par Emmanuel Macron. Mais il y a tout de même des conditions qui sont posées, notamment le fait que les otages israéliens détenus par le Hamas doivent être libérés. Alors on va voir la position de ses soutiens, mais du côté de ses opposants en quelque sorte, certains estiment que la France aurait dû fixer des conditions concernant la reconnaissance d'un État palestinien. Par exemple, ce week-end, des instances juives et des personnalités avaient appelé Emmanuel Macron à conditionner la reconnaissance d'un État palestinien à la libération des otages et au démantèlement du Hamas. Mais du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron et de ses soutiens, au contraire, on estime que la reconnaissance dans la période actuelle, alors qu'Israël accélère sa colonisation dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et alors que la situation est toujours aussi catastrophique à Gaza et qu'Israël affiche de plus en plus clairement une volonté de colonisation aussi de Gaza, l'entourage d'Emmanuel Macron estime que c'est le moment de réaffirmer la question d'une reconnaissance de la Palestine. Et certes, la reconnaissance, elle est aujourd'hui, mais il y a d'autres étapes, on le disait, comme par exemple l'ouverture d'une ambassade, qui ne viendront que si certaines conditions sont réunies, notamment la libération des otages. Encore on le disait, la déclaration il y a quelques mois d'Emmanuel Macron a entraîné d'autres déclarations dans la foulée. Ce dimanche, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et le Portugal ont reconnu l'État de Palestine eux aussi. Et ce lundi, en plus de la France, on peut citer Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte ou encore Saint-Marin qui ont également reconnu officiellement l'État de Palestine à l'ONU. Alors un des éléments qu'il va falloir tout de même observer, c'est la question du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est évidemment l'élément le plus important aujourd'hui avec cette reconnaissance de la part de la France et du Royaume-Uni. Il y a désormais 4 des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. En effet, la Russie et la Chine l'avaient fait il y a très longtemps dans les années 80. Mais il manque un pays, vous l'aurez peut-être deviné, c'est les États-Unis, et c'est là un point très important à comprendre. Les États-Unis, comme tous les autres pays membres permanents du Conseil de sécurité, ils ont un droit de veto. Ça veut dire que le rapport de force, il reste quasiment inchangé. Et c'est un point important puisque si la Palestine veut être un pays à part entière en quelque sorte de l'ONU, il faut un vote du Conseil de sécurité de l'ONU, et aujourd'hui, les États-Unis peuvent poser leur veto. Alors, après l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, le gouvernement israélien laisse planer le doute sur la nature et sur l'ampleur de ces représailles. Certains ministres de l'extrême droite israélienne
israélienne et de soutien de colons israéliens menacent d'intensifier la colonisation en Cisjordanie, dans l'objectif donc de détruire ces perspectives. D'autres réclament la fermeture du consulat général de France à Jérusalem ou encore un gel des échanges en matière de coopération militaire. On verra donc si de telles mesures sont prises. Rapidement maintenant, concernant les réactions politiques en France, il y a eu des soutiens et des opposants. Du côté des opposants, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui déclare, je cite, que la reconnaissance de la Palestine est une faute extrêmement grave, notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste. Fin de citation. De leur côté, les partis de gauche, que ce soit le PS, la France Insoumise, le Parti communiste français ou encore les écologistes, ont prévenu que la reconnaissance de la Palestine, je cite, ne suffira pas à mettre fin aux bombardements et aux actions militaires israéliennes à Gaza. De nombreux soutiens pour la paix affirment que seules des sanctions économiques fermes pourraient limiter les plans israéliens. A noter qu'en France, 21 mairies, dont celle de Nantes ou encore de Saint-Denis, ont décidé ce matin d'hisser le drapeau palestinien, malgré donc l'interdiction imposée par le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. En tout cas, Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne qui est au pouvoir dans les territoires palestiniens de Cisjordanie, a salué ce dimanche la reconnaissance de la Palestine comme un pas important et nécessaire vers la concrétisation d'une paix juste et durable. En attendant sur place, la situation à Gaza est toujours aussi critique. Plus de 65 000 Palestiniens ont été tués sur place selon le Hamas, seule source disponible sur place, mais les chiffres relayés et confirmés par de nombreuses organisations. Par ailleurs, la famine et la malnutrition continuent de se développer selon l'ONU. C'est évidemment un sujet très dense dont on va continuer à parler dans les prochains jours. On commence avec cette actu. Des pluies torrentielles sont tombées ce dimanche dans plusieurs régions de France. D'abord dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône, vous avez peut-être vu des images passer sur les réseaux sociaux. Le vieux port de Marseille a été complètement inondé et de nombreux vols au départ de l'aéroport de Marseille-Provence ont été perturbés. Ce lundi matin, la vigilance orange orage et pluie inondation a été levée après une nuit, je cite, cauchemardesque pour les habitants de la région qui ont été cités notamment par 20 minutes. Plusieurs écoles et crèches resteront fermées aujourd'hui, mais pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer. Mais dans les Côtes-d'Armor en Bretagne, le bilan est plus lourd. Une femme est morte noyée dans sa voiture près de Guingamp après s'être engagée sur une route inondée. D'ailleurs, les intempéries n'ont pas touché que la France. En Espagne, des pluies diluviennes sont également tombées ce dimanche en Catalogne, dans l'est du pays, et 2 personnes sont mortes. Ces épisodes extrêmes, donc les tempêtes, les inondations ou encore les pluies violentes, devraient devenir plus fréquents et plus intenses à cause du changement climatique. Deuxième actu, une marche blanche a été organisée ce samedi à Poitiers en hommage à Inès Messelem, une femme de 25 ans qui a été poignardée à mort chez elle par son ex-compagnon le 8 septembre dernier. Elle avait porté plainte 6 fois contre lui en 2 mois pour des faits de viol et d'étranglement. Il faut savoir qu'il est aujourd'hui toujours recherché pour assassinat. Sa famille a donc organisé une marche blanche qui a réuni plus d'1 millier de personnes et a annoncé porter plainte contre le commissariat de Poitiers pour non-assistance à personne en danger. La famille dénonce notamment le manque d'action de la police malgré les nombreuses plaintes déposées par Inès. De son côté, le ministre démissionnaire de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé saisir l'inspection générale de la justice afin de faire, je cite, toute la lumière sur ce drame. À ce jour, 114 femmes ont été tuées en raison de leur genre en 2025 selon le collectif Nous Toutes. Troisième actu, le très attendu procès de Cédric Jubilard, accusé du meurtre de son épouse Delphine, s'est ouvert ce lundi à Albi dans le Tarn après 4 ans d'enquête. Si cette histoire fait tant parler encore aujourd'hui, c'est parce que le corps de Delphine Jubilard, qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, n'a jamais été retrouvé malgré les nombreuses fouilles et battues. Et depuis sa mise en examen en juin 2021, Cédric Jubilard, son époux donc, a enchaîné les déclarations provocantes, incohérentes et a affirmé être totalement innocent. Sa défense compte notamment s'appuyer sur un élément, l'absence de preuves. Elle a d'ailleurs pointé, je cite, un dossier vide. En tout cas, 65 témoins et 14 parties civiles sont attendus à la barre, dont les voisines qui ont déclaré avoir entendu des cris le soir de la disparition de Delphine, mais aussi la mère de l'accusé et plusieurs codétenus. Les gendarmes chargés de l'enquête, les psychiatres et psychologues qui se sont entretenus avec Cédric Jubilard sont également convoqués. Le procès doit durer jusqu'au 17 octobre. En tout cas, s'il est reconnu coupable de meurtre, Cédric Jubilard risque la prison à vie. Quatrième actu, le président des États-Unis, Donald Trump, a rendu ce dimanche hommage à l'influenceur conservateur Charlie Kirk, tué le 10 septembre dernier. Cet hommage a eu lieu dans un stade devant 65 000 personnes à Glendale, en Arizona. Il a notamment salué, je cite, l'un des plus grands esprits de notre temps, un géant de sa génération. Devant une foule habillée aux couleurs du drapeau américain, Erika, la veuve de Charlie Kirk, a déclaré pardonner à son meurtrier. Elle a expliqué, je cite, que c'est ce que le Christ a fait et ce que Charlie aurait fait. Selon Erika Kirk, la réponse à la haine n'est pas la haine. Il faut savoir que Donald Trump et Charlie Kirk étaient très proches. Avec l'aide de son podcast et son association Turning Point USA, l'influenceur conservateur a joué un rôle important en encourageant les jeunes à voter pour Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2020.
2024. Charlie Kirk a notamment aidé à faire basculer les votes en Arizona en faveur de l'actuel président des États-Unis. Le principal suspect de l'assassinat, Tyler Robinson, 22 ans, a été inculpé le 16 septembre. Le procureur local a requis la peine de mort contre lui. On ne connaît pas encore la date du procès. Cinquième actu, je voulais vous parler de la situation aux Philippines, un pays d'Asie du Sud-Est qui a connu ce week-end des manifestations massives contre la corruption, avec plus de 50 000 personnes qui ont défilé dans la rue. Au total, plus de 200 personnes ont été arrêtées dans la capitale, Manille. Les manifestants exprimaient leur colère concernant un scandale de corruption lié à un projet d'infrastructure anti-inondation. En fait, en 2017, le gouvernement philippin a lancé un projet pour construire des digues, des canaux ou encore des bassins de rétention. L'objectif, protéger le pays des inondations. Le problème, c'est qu'en août dernier, lors d'une audience au Sénat, on a appris que la plupart des constructions n'avaient jamais été réalisées, alors que le budget, lui, avait bien été débloqué. Au final, le projet aurait coûté plus d'1,7 milliard d'euros aux Philippins. Plusieurs personnalités politiques ont alors été démises de leurs fonctions, comme le président du Sénat, Francis Esquerdo. Alors le rassemblement de ce week-end se voulait pacifique, mais des affrontements ont éclaté entre la police et certains manifestants masqués. Au final, 216 personnes ont été placées en garde à vue, dont 88 mineurs. Le porte-parole de la police locale a lui annoncé que 93 policiers avaient été blessés. Sixième actu, la Corée du Nord s'est dite ouverte à un rapprochement avec les États-Unis, c'est ce qu'a annoncé le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un via ses médias officiels ce lundi. Faut savoir que les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis s'étaient améliorées lors du premier mandat de Donald Trump, donc entre 2017 et 2021. Les deux chefs d'État s'étaient même rencontrés une première fois lors d'un sommet historique en juin 2018 à Singapour. Une deuxième rencontre avait eu lieu à Hanoï au Vietnam en février 2019 et une dernière sur la frontière entre les deux Corées en juin 2019. Mais cette dernière rencontre avait ravivé les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Les Américains souhaitaient que la Corée du Nord abandonne ses projets de bombes nucléaires alors que la Corée du Nord ne souhaitait pas arrêter ses essais. Et donc ce lundi, Kim Jong-un a posé une condition à une éventuelle nouvelle rencontre. Il n'interviendra que si, je cite, les États-Unis abandonnent leur obsession délirante pour la dénucléarisation. De son côté, depuis janvier, Donald Trump s'est déclaré disposé à reprendre les discussions avec Kim Jong-un, le qualifiant, je cite, de type intelligent. Et on termine avec cette actu, le centre Pompidou à Paris, qui possède la plus grande collection d'art moderne d'Europe, a fermé ses portes ce lundi pour une durée de 5 ans pour une rénovation complète de son bâtiment. Le bâtiment, qui est vieux de 50 ans, va être complètement désamianté. L'amiante, c'est un matériel présent dans les murs qui peut entraîner des risques de cancer. Le centre Pompidou va devenir aussi accessible aux personnes handicapées et les façades vont être remplacées pour réduire de 40% la consommation énergétique. À l'intérieur, les sous-sols vont devenir de nouveaux espaces d'exposition et au 7e étage, une immense terrasse ouverte au public va voir le jour. Le chantier coûtera environ 460 millions d'euros et il devrait se terminer pour 2030. Il faut savoir que le musée compte près de 150 000 œuvres d'art. La plupart vont donc être déplacées dans une antenne du musée à Massy dans l'Essonne. Une autre antenne à Metz va aussi accueillir certaines œuvres comme des peintures de la mexicaine Frida Kahlo. Pour le reste, elles feront le tour des expositions dans de célèbres musées en France comme le Louvre mais aussi dans des musées à travers le monde. Merci beaucoup Blanche.